En 1944 avait lieu la première tentative de fécondation in vitro. En 1951, un embryon est transféré d'une vache à une autre avec succès pour la première fois. En 1959, après une fécondation in vitro réalisée avec succès par une équipe française, une lapine donnait naissance au premier vrai bébé éprouvette chez les mammifères. Naissait ainsi la technique de la FIVET, ou fécondation in vitro et transfert d'embryon. En 1966, une équipe britannique tentait pour la première fois l'expérience chez l'humain. 3 ans plus tard, les premières cellules d'un embryon humain se développaient in vitro. En 1978, naissait en Angleterre le premier bébé éprouvette par la technique de la FIVET. Il a fallu plus de 20 000 tentatives pour arriver aux 3 premières naissances humaines par la technique de la FIVET. On donne d'abord à la femme des hormones qui provoquent la maturation de plusieurs ovocytes dans les ovaires. Les œufs sont ensuite aspirés à l'extérieur de l'ovaire. Quelques ovocytes sont fécondés dans un récipient de verre, d'où fécondation in vitro par du sperme du partenaire. Après quelques jours de développement in vitro, 3 embryons dont la croissance semble normale sont transférés dans la cavité utérine. Les autres embryons sont congelés au cas où le premier essai échouerait. Parmi les couples infertiles, seule une minorité auront recours à l'adoption ou choisiront la complexe et coûteuse FIVET. Afin d'améliorer l'efficacité de la méthode, on a rapidement eu recours à la stimulation ovarienne pour s'assurer d'avoir plusieurs ovocytes. Seul problème, comme les ovules fécondés sont plus nombreux que ceux que l'on transfère, on doit les congeler. Mais que deviennent ces embryons qui n'ont pas été transférés? Peut-on les congeler indéfiniment? Les utiliser pour la recherche? Ou doit-on les détruire? De plus, on augmente aujourd'hui le taux de réussite de cette méthode en transférant plusieurs embryons, ce qui mène fréquemment à des grossesses multiples. On doit procéder dans certains cas à l'avortement des fœtus indésirables, ce qui pose un problème d'éthique supplémentaire. Mais elle ouvre la porte à d'éventuels abus, où seuls pourraient naître les bébés qui sont du sexe voulu et qui possèdent les traits génétiques désirés. Heureusement, des comités d'éthique de plus en plus vigilants s'organisent et veillent à la protection du patrimoine génétique humain.